Hey, on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce qu'on n'est pas dans ma chambre, on n'est pas chez moi, on n'est pas dans le bon pays non plus. En gros, on est dans les dortoirs de l'université à Taïwan et c'est là que je vais vivre pendant l'été, pendant les 2-3 prochains mois. Du coup, avertissement, plusieurs avertissements. Les qualités des vidéos ne seront peut-être pas très bonnes parce que voilà, on n'est pas dans un environnement assez chaleureux, aussi chaleureux que ma chambre. C'est assez vide. En plus, par la suite, il y aura des gens qui vont aussi se ramener dans ces dortoirs et du coup, j'aurai peut-être moins de temps pour filmer parce que je me vois mal filmer avec des gens derrière, tu vois. Aussi, le fait que je suis beaucoup, voilà, je m'empêche d'allumer le ventilo qui est accroché au plafond parce que sinon ça ferait trop de bruit. Désolée également si vous entendez du bruit dehors parce que l'isolation de ces chambres, c'est une catastrophe. Vraiment, pendant la nuit, j'entends toutes les voitures, les scooters. Et comme à Taïwan, il y a énormément de scooters que parfois, je sais pas ce qu'ils font, mais ils font rugir leur moteur. Mais c'est un truc de dingue, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'ils font quoi? C'est insupportable, je suis vraiment désolée s'il y aura des petits bruits comme ça qui vont passer dans les prochains vlogs. Également, je n'ai pas de Wi-Fi sur mon ordi, du coup je vais devoir tout monter mes vidéos avec une appli que j'ai sur mon portable, mais je sais pas trop si ce sera aussi qualitatif que l'application de montage sur mon ordinateur. Du coup voilà, je suis encore une fois désolée d'avance. Une série de vlogs un peu particulière parce que j'ai essayé de quand même centrer sur la lecture évidemment. En fait de base je voulais faire une série de vlogs où je consacrais une vidéo à une ville à Taïwan et les librairies que je découvrais là-bas parce que quand je visitais une ville en général je me concentre surtout sur les librairies, mais je trouvais que c'était un peu trop restrictif et que trop professionnel et c'est trop contraignant aussi parce que ça impliquerait que je voyage dans pas mal de villes et financièrement parlant en vrai c'est un peu chaud. Je vais essayer quand même de le faire évidemment, mais pas pour tout de suite. C'est pour ça que ce sera surtout une série de vlogs un peu plus brouillon, un peu plus spontané, un peu fourre-tout aussi, où j'aurai l'occasion de faire d'autres choses comme peut-être montrer des spots représentatifs de Taïwan pour vous faire goûter visuellement et auditivement peut-être à l'ambiance de Taïwan. Et également on pourra parler de mes lectures en cours, même si c'est pas de la littérature taïwanaise, c'est juste des livres que je présente comme d'habitude. Alors cette vidéo là du coup c'est une vidéo un peu introduction slash premier épisode de cette série de vlogs, même si c'est pas vraiment un vlog parce que cette séquence là a été filmée post les événements que je vais vous raconter. Voilà, des événements, ça sonne hyper grandiose mais c'est rien du tout. Alors aujourd'hui on est le jeudi 22 juin, je suis arrivée je ne sais plus, je suis arrivée lundi 19 juin. Entre temps j'ai pas fait grand chose à part avoir des responsabilités, genre acheter le matos nécessaire pour le déménagement, pour s'installer et tout. Genre tu voyais l'argent partir comme ça, j'étais d'accord. Mais le premier jour où je suis arrivée, ça a été plutôt rempli parce que du coup avant de m'installer au dortoir qui ouvrait seulement le 20 juin, comme j'étais arrivée le 19 juin, je devais réserver un hôtel. Ah oui, et je vous ai même pas dit dans quel lieu je suis à Taichung qui est au centre de Taïwan. J'étais arrivée assez tôt, du coup j'avais dû attendre de midi à 15h pour pouvoir prendre la chambre. Et de midi à 15h, j'ai déambulé alors que je venais de sortir de 14h de trajet d'avion, de 3 heures de bus. J'ai pas dormi dans l'avion, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, c'est pas du tout intéressant, mais c'est en lien avec la suite de la vidéo. Et il faisait chaud, Taïwan il fait chaud, c'est humide, c'est insupportable. Et vraiment, j'étais en jean et tout, j'en pouvais plus, je devais puer à fond et je devais me promener, tuer le temps pendant jusqu'à 15h. En attendant, je suis allée à un site touristique que j'étais déjà allée des années auparavant quand j'étais à Taïwan. Parce qu'en fait, c'est pas ma première fois à Taïwan, c'est ma deuxième fois. Enfin, bref, on s'en fout. Et il s'agit de Painted Animated Lane, je crois. Enfin, en tout cas, c'est une allée. Je vous montre des vidéos, même si j'ai filmé que des trucs de One Piece. Mais en gros, c'est une allée où les murs sont peintes avec que des illustrations de mangas, d'animes, de dessins animés et tout. Et même en dehors des murs, ça va également déborder à la périphérie un peu de l'allée. Du coup, c'est vraiment trop cool. Et moi, ce que je trouve trop marrant, c'est que les murs, en fait, appartiennent à des propriétés. Genre, c'est des logements. Et du coup, il y a des gens qui vivent dans ces maisons, ou sur leurs murs, ou sur leur portail, sont peints des illustrations de Weeb, de Otaku. Bref, et je trouve ça trop clair. Les illustrations changent au fil des années, parce que quand j'étais là-bas 3 ans auparavant, c'était pas du tout comme ça. Par exemple, dans l'allée principale, t'avais des illustrations de différents protagonistes, notamment de shonen, c'est-à-dire des mangas pour garçons. C'est assez diversifié. Là, sur l'allée principale, à droite, c'est que du Dragon Ball, et à gauche, le mur le plus long, c'est que du One Piece. Et le One Piece, tu le retrouves encore un peu plus loin, tu le retrouves partout. Tu te dis vraiment, les Taïwanais, ils forcent trop. Et après, ça me dérange pas parce que j'adore One Piece. J'ai beaucoup aimé parce que l'illustration de One Piece avec les personnages, quand ils sont grands dans le présent, également eux, version enfant,
C'est trop mignon. L'illustration à côté, je crois c'est de l'arc Wano, même si j'en suis pas encore, mais c'était très classe. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait à l'entrée de l'allée, je sais pas comment dire, mais t'as une sorte d'intérieur de Uber Eats, je crois, en tout cas c'est un truc de manger. C'était décoré de manière à rendre hommage à Slam Dunk. Vraiment, c'était... J'ai été bluffée. En fait, 3 ans auparavant, il y avait une illustration qui faisait de Slam Dunk dans l'allée, en fait, dans l'allée principale. C'était seulement au stade du croquis. Du coup, j'étais en mode, ah bah c'est dommage, enfin, je serais pas là pour voir le résultat final. Et du coup, des années après, j'ai pu revenir. Et en plus de l'illustration dont ils avaient fait le croquis que j'avais vu, qui est une scène iconique de Slam Dunk, vraiment. Et ils ont fait plein de trucs autour, genre ils ont fait des cases, et c'est encore mieux que ce que j'espérais en fait. Et c'est incroyable, mais vraiment c'est magnifique. C'est vraiment des fans de Slam Dunk à Taïwan, One Piece, Slam Dunk, c'est des amis de leur enfance, c'est pour ça qu'ils connaissent évidemment, parce que ça passe à la télé et tout, alors que nous en France, on disait oui, les mangas c'est pour les enfants, c'est stupide, c'est ridicule, en plus c'est violent, ça transmet de mauvaises valeurs, gna gna gna. Alors que maintenant, la France, c'est le 2e pays consommateur de mangas au monde, juste après le Japon. Les mangas sont en train de dominer le monde et c'est très bien ainsi. Le soir, je suis allée au Ijong Night Market. Alors Night Market, comme son nom l'indique, c'est un marché de nuit. En fait, à Taïwan, il y a plusieurs marchés de nuit un peu partout où tu peux goûter de la nourriture taïwanaise authentique, locale, avec des stands qui vendent vraiment la nourriture pas chère, tu peux prendre à boire et tout. C'est vraiment très chaleureux, c'est chill, c'est convivial. Et surtout, c'est pas cher, comme j'ai dit. Mon choix, c'est porté sur un stand où, en gros, tu sélectionnais la nourriture, les aliments que tu voulais. Et après, la personne les cuisinait et il te faisait payer. Et c'était vraiment, vraiment pas cher. Enfin, je pense, parce qu'en fait, il y avait un écriteau avec les prix. Mais ça disait, telle nourriture, c'est tel prix, telle nourriture, c'est tel prix et tout. Telle quantité aussi, c'est tel prix. Mais moi, j'ai pris vraiment au pif parce que je ne connais pas le nom des nourritures. Vraiment, c'est un truc que j'ai trop la flemme d'apprendre, alors que ça sert quotidiennement, mais j'ai trop la flemme, mais c'était vraiment pas cher. Et ensuite on passe à la partie des librairies, parce que durant ce premier jour là j'ai pu visiter 3 librairies. Alors la première librairie, c'était une librairie de manuels scolaires. C'était pendant que je devais déambuler jusqu'à 15h, le temps d'attendre la chambre d'hôtel. Du coup j'avais hyper chaud. Je suis entrée dans la librairie. De base ça m'a pas trop attirée parce que je voyais que des manuels scolaires, mais il y avait un truc qui m'a gardé en vie et dont je les serais éternellement reconnaissante, c'était le ventilo, qui encore une fois était accroché au plafond. Je sais pas si en France aussi il y a des ventilos qui s'accrochent au plafond. Et ça, c'était tellement frais. Et du coup, je déambulais dans les rayons en mode je suis très intéressée, moi je connais et tout. Alors que vraiment, je voulais juste profiter du ventilo. Mais même en dehors de ça, en fait, la librairie elle était assez intéressante parce que dans les manuels scolaires, du coup, tu trouvais également des manuels évidemment pour apprendre l'anglais, même principalement de ça. Il y a aussi des manuels de maths et tout pour les enfants. Et il y avait des manuels, je crois que c'était pour améliorer ta compréhension écrite en chinois. Du coup, ça aurait pu m'intéresser. Il y avait un petit livre pour apprendre le cantonais. Et du coup, ça m'a fait rire de voir comment se prononcer en cantonais par rapport au chinois. En fait, sur la devanture du magasin, de la librairie, il y avait une pub pour le tome 1 du roman Skandar, je crois. Enfin, c'est un roman de fantasy jeunesse. J'étais en mode, ah, ils vendent aussi des romans. Du coup, je suis rentrée dans la librairie. Et en fait, c'était le seul roman de toute la librairie. C'était le seul roman fictif, à part les manuels scolaires. Et je trouve ça énorme de me dire qu'ils ont fait l'effort de mettre des romans. Mais cet effort-là, ça constitue en un seul roman. En mode, oui, on vend des romans, mais il y a un seul... Je sais pas. Peut-être qu'ils sont en extension et qu'il va y avoir de plus en plus de romans, je sais pas. Après, en même temps, c'est vrai que c'était assez petit, du coup, il n'y a pas de place. Mais ça m'a fait trop rire. Vraiment, de voir un seul roman comme ça au milieu. Ça détonnait de ouf. Ensuite, le soir, pendant que j'allais au Night Market, sur mon chemin, j'ai croisé la route hasardeuse d'une librairie de manga. Évidemment, je suis rentrée parce que je ne peux pas résister à ce genre de choses. J'avais 3 étages, mais l'étage un peu au sous-sol, mais je suis pas vraiment allée, c'est surtout des goodies de manga et j'étais vraiment intéressée. Au rez-de-chaussée, t'avais des romans, des light novels et tout. Il y avait les tomes de Jimon Sefo, des Heaven of Shows Blessing, que j'adore, c'est une saga d'amour et tout. Et il y avait des coffrets. Les Taïwanais, ils ont vendu des coffrets collector avec par exemple 2 tomes d'un coup de la saga, avec des goodies comme je crois des autocollants, ou des cartes, ou des marque-pages. Et il y en a un, c'était avec des marque-pages de mes personnages préférés. Et je me rappelle quand j'avais vu la pub sur Instagram il y a quelques mois, j'étais en mode, mais je les veux. Même si le coffret coûte cher, mais les marque-pages, mais bon, en vrai c'est cher,
c'est lourd à porter et tout. Du coup, voilà, j'ai passé mon chemin, mais je suis en mode, est-ce que je vais y céder quand même un jour, peut-être, je sais pas. Et ensuite, il y avait un escalier qui menait au premier étage, mais en fait, les étagères qui décoraient, qui accompagnaient les escaliers, c'était des mangas genre yaoi, boys love, un peu explicites sur les bords. Et du coup, j'ai en mode, ah, peut-être qu'en haut, en fait, c'est que des mangas à contenu explicite. Du coup, si je m'aventure à l'étage, est-ce que les gens vont se méprendre sur moi, quoi. Mais je sais quand même y aller. Bah, d'accord, il y avait des mangas à contenu explicite, mais également, bah, évidemment, des mangas normaux. Bon. Les livres que je voudrais acheter, ce serait l'intégralité du manga Barakamon, parce que c'est un manga que j'affectionne d'amour, que j'ai déjà lu, c'est l'un de mes mangas préférés. Mais c'est vrai qu'acheter l'intégralité en français, c'est tellement cher, alors que les mangas à Taïwan, c'est beaucoup moins cher. Le truc, c'est que si j'achète l'intégralité, il y a 18 tomes, ça va quand même revenir à cher. Et aussi, je vais acheter le préquel qui suit le héros de Barakamon quand il était plus jeune. Ça, ce serait beaucoup moins cher parce qu'il n'y a que 7 tomes. Du coup, je verrai ce que j'achète et on verra. J'adore parce que déjà, c'est beaucoup moins cher qu'en France. C'est genre entre 2 € et 5 € maximum, quoi. En plus, c'est un bon moyen pour améliorer ton chinois à la lecture. Du coup, voilà, je suis très intéressée. On verra par la suite. Ensuite, la dernière librairie que j'ai visitée, c'était après le Night Market. Et de base, je voulais en visiter 2, mais j'avais pas le temps. Et puis, mes plans étaient un peu bousculés, comme vous verrez par la suite. Je suis allée à une librairie dans laquelle je suis déjà allée il y a quelques années auparavant quand j'étais à Taichung. Et c'est une librairie qui m'avait marquée parce que je me rappelle qu'on pouvait s'asseoir pour lire. Il y avait des bancs exprès Elite Spectrum, enfin des Elite Bookstore. Voilà ce logo. C'est une chaîne de magasins, je crois, dédiée à la culture, un peu comme la Fnac et Cultura en France. Et pour les gens qui disent que les librairies, les bibliothèques, la lecture et tout, c'est des activités 100% d'introvertis, détrompez-vous. Parce qu'à peine 2 minutes après que je sois rentrée dans cette librairie, il y a 2 inconnus qui m'ont invitée à leur barbecue party. Voilà, petite anecdote. En gros, j'avais trouvé le livre que je voulais en ce moment le plus acheter à Taïwan, qui était la version taïwanaise de Lonely Castle de Mirror, le château solitaire dans le miroir, sur lequel j'ai dédié une vidéo analyse, coup de cœur et tout. Il était vraiment dans les nouveautés parce qu'en gros, la librairie, elle est divisée en 2 étages. Le premier étage, c'est dédié aux nouveautés et aux livres jeunesse et à d'autres trucs, mais j'ai pas vraiment fait attention. Et du coup, trop contente, j'ai pris un exemplaire du roman. Je l'ai posé pour le feuilleter. Il y a quelqu'un qui m'aborde et j'ai cru que c'était une vendeuse, une employée de la librairie, qui allait venir me dire qu'on n'avait pas le droit de filmer ou quoi. Du coup, j'ai paniqué et ça se sent à ma voix peut-être. Voilà. Mais en fait, c'était une Taïwanaise qui était venue demander genre c'est joli, est-ce que c'est bien, il est bien ce roman à cause de moi ou grâce à moi, je sais pas. Elle a acheté le roman, contrairement à ma vidéo analyse de 30-40 minutes où j'analysais à fond, je développais à fond mes arguments. Là, avec mon niveau de chinois et mon niveau de panique, mon niveau un peu d'anxiété, d'introverti ou quoi, j'étais oui, ce roman est très émouvant, ça parle d'amitié, voilà, c'est tout, j'avais plus quoi dire d'autre. Et du coup, il y avait sa pote aussi qui s'est ramenée, ils ont dit ouais, on va faire un barbecue party, c'est intéressé, bref. Et du coup, j'ai fait bah, je trouve que c'est un hasard assez marrant parce que grâce à ce roman-là, Lonely Castle de Mirror, qui parle d'amitié, j'ai pu me faire des potes, voilà, même si je vais peut-être plus jamais les revoir. Ça m'arrive très souvent dans mes rencontres à Taïwan. Mais ça me dérange pas du tout parce que j'adore ce genre de rencontres éphémères. Merci Lonely Castle de Mirror, mais vraiment ce roman, ça m'apporte que du bonheur, enfin aussi du malheur parce que vu la fin, bref voilà. Et en fait, comme c'était mon premier jour, j'hésitais à l'acheter dès maintenant parce que j'étais en mode ouais meuf, tu viens d'arriver, t'as le temps, profite, peut-être que tu auras d'autres trucs plus importants, plus urgents à payer, et évidemment c'était le cas. Mais en même temps, j'étais en mode, si j'achète ce roman-là, il y aura le souvenir de cette rencontre avec, de ce hasard assez chanceux qui imprègne ce roman, cet exemplaire-là. Et du coup, je l'ai pris, et en plus, il y avait une réduction. Sur l'exemplaire, c'était écrit 79. Quand c'est marqué ça, avant, je pensais que c'était en mode, c'est 79% de réduction, comme en France. Mais non, en fait, si tu payes que 79% du prix. Voilà. C'est une couverture réversible, du coup il y a des 2 côtés, c'était vendu comme ça de base, et ensuite j'ai retourné parce que je préfère nettement ce côté-là. Il est trop beau, j'adore, c'est magnifique. Et ça se présente comme ceci, si vous voulez voir. Et en fait le truc c'est que je l'ai feuilleté, j'ai essayé de lire certains passages, et il y avait
un passage, je me souvenais pas de l'avoir lu dans la version anglaise que j'avais lue et que j'ai relu du coup pour faire ma vidéo analyse. Et du coup j'étais en mode soit c'est parce que j'ai une très mauvaise mémoire, soit dans la version anglaise ils ont enlevé des scènes, je sais pas. En plus en même temps ça me semble assez gros. Du coup je sais pas si ça c'est la version plus complète ou pas. Je vais peut-être essayer de lire. Voilà, je vais pas dire que je vais le réussir de lire en 3 mois, mais j'ai trop hâte. Et non, en vrai, je regrette pas parce que. Pourquoi je sens ça sent les librairies à Taïwan. Enfin, c'est pas la même odeur que les livres en France, j'ai l'impression. Mais en même temps, c'est normal. Je vous invite à aller voir ma vidéo parce que j'ai quand même pas mal bossé dessus. J'en suis très fière et je pense que je peux vous vendre plutôt bien le roman. Après à Taichung, je vais également faire d'autres épisodes de vlog où je vais vous montrer d'autres librairies parce que je sais qu'il y a une librairie d'occasion où j'étais y allée il y a quelques années et j'ai très envie d'y retourner parce que je me rappelle il y avait des mangas d'occasion et là-bas aussi je me suis fait des potes. Et d'ailleurs, petite anecdote, les potes que je me suis faite des années auparavant à Taichung dans cette librairie d'occasion, il y en a une des deux, elle est amie, abonnée sur l'Instagram d'une des personnes avec qui j'ai sympathisé là, enfin cette année-là, enfin genre à la librairie, celle qui m'a abordée avec ce livre, quoi. Genre des années après, mais voilà. Et du coup elle m'a dit oui, en fait on fait partie un peu du même groupe d'amis et je suis en mode mais la coïncidence. Le monde est vraiment petit. Taichung, je pense c'est pas une ville petite, hein, c'est vraiment une grande ville de Taïwan et je rencontre des personnes du même groupe d'amis. Ou alors le groupe d'amis il est vraiment très large, c'est juste moi qui a du mal à imaginer ça parce que j'ai très peu d'amis. Comme je l'ai dit, au premier étage, au rez-de-chaussée, t'as du coup les livres de jeunesse et nouveautés, et en haut t'as les autres livres de fiction, de littérature étrangère, des livres thématiques et tout. Et dans une espèce de cercle vide, il y avait des bancs où tu pouvais t'installer pour lire. Mais du coup, j'ai pas pu aller visiter une autre librairie parce que les deux personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai sympathisé, m'ont conseillé un bubble tea qui était pas très loin. Et voilà, m'ont dit ouais, en plus c'est sous-coté, il y a personne. Donc en fait, c'est une chaîne de bubble tea quand même assez connue et il y avait quand même pas mal de monde. Je suis allée, c'était au Hachiyo Tea. Et en fait, c'était bubble tea, ça me semblait assez particulière. Enfin, au niveau de l'esthétique, genre cinéma, un peu plus ancien, vieux film. Et déjà, il y avait un certain charme. Et sauf que le menu entier était en chinois et je savais reconnaître le caractère, mais je savais pas ensemble ce que ça voulait dire. J'ai commandé le moins cher, j'ai commandé le Tati Honcha, je crois. Je sais pas c'est quoi. Vraiment, je regrette pas parce que voilà, j'adore le honcha, le thé noir à Taïwan et ça me rappelle quand j'étais là des années auparavant où je buvais que ça et du coup c'était trop cool. Et j'ai fini du coup mon premier jour avec cette note très savoureuse. Le 20 juin, le lendemain, je suis rendue à la fac, j'ai pris les dortoirs, j'ai dû payer à l'Itri, payer voilà, un peu les trucs nécessaires. Ça m'a coûté cher, même si en vrai c'était moins cher que ce que je craignais, mais ça reste quand même de l'argent. Hein. Qui part, ça faisait mal. Mais, en gros, avec mon statut d'étudiant à la fac à Taïwan, à Taichung, ce que je savais pas en choisissant Taichung comme lieu d'études pour cet été-là, c'est que Taichung, c'est la seule ville à Taïwan où ton statut d'étudiant, ta carte d'étudiante, peut te servir de EasyCard. Et EasyCard, en gros, c'est ta carte de bus, c'est ta carte de transport, de métro. La carte d'étudiante, ça peut également servir de EasyCard. Et à Taichung, genre c'est gratuit, tu prends le bus gratos et avec un abonnement en plus qui est genre vraiment moins de 10 € mensuellement, t'as aussi le métro gratuit à Taichung. Après c'est un peu plus compliqué parce que c'est dit dans les alentours environ de 10 km, mais en vrai 10 km je crois que c'est quand même beaucoup. En fait voilà, je sais pas du tout genre en nombre de kilomètres si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup, je comprends rien du tout, mais je pense que c'est beaucoup parce que là j'ai pris plusieurs fois le bus avec la carte et j'ai dû payer une fois que 3 yuan, et 3 yuan, c'est pas 3 centimes, c'est énormément moins que ça parce que je crois que 10 yuan c'est genre 30 centimes. Alors 3 yuan, mais qu'est-ce que c'est? Déjà le bus en vrai à Taïwan, c'est pas cher du tout, vraiment comparé en France. Tu te rends compte que vraiment en France tu te fais comme arnaquer quoi. Mais là du coup ça fait trop du bien que même si c'est pas cher, ça reste gratuit. Et heureusement parce que le nombre de fois où je prends le bus parce que j'arrive pas à marcher, il fait trop chaud. Alors que dans le bus, il y a la clim, il fait bon et tout. Mais heureusement en fait qu'il y a un truc gratuit parce que mon argent il s'envolerait encore tellement plus vite. Du coup, je me sens très chanceuse d'avoir choisi pile cette ville-là. Quand tu montes dans le bus, tu dois biper ta carte et ensuite quand tu descends, tu bipes et en fait en fonction de la longueur du trajet, voilà, ça te débite tel argent que tu as déjà mis au préalable sur ta carte. Hein. Moi quand je bipe ma carte, à chaque fois c'est 0 yuan, genre gratuit, voilà.
c'est trop satisfaisant. Hier, comme j'avais un peu fini avec la majorité de mes dépenses nécessaires, je suis allée à Carrefour. Et en fait, genre la veille, j'étais déjà à Carrefour du coup pour acheter tout le matériel dont j'avais besoin. Et en fait, à l'extérieur de Carrefour, il y a énormément d'endroits pour te restaurer. Il y a tellement de choix et vraiment l'odeur. J'étais en mode, oh mon Dieu. Mais en plus, c'est pas cher du tout. Et du coup, voilà, je vais le montrer. Je suis allée, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vais vous montrer l'enseigne. Et le menu était à 189, du coup, 5,50 € en quelque sorte. Et t'avais l'entrée avec, là j'avais pris des oreilles de cochon. T'avais le plat, t'avais le bol et il était quand même assez gros, hein. Vraiment à la fin j'avais un peu du mal à finir avec le grand verre de coca et pour ça, pour 5,50 € alors que individuellement 5,50 € tu te payes même pas l'entrée en France quoi. Enfin, genre j'étais mais incroyable, vraiment j'ai dû redemander plusieurs fois, je suis en mode attends le prix ça compte tout ça, tellement satisfaisant de payer aussi pas cher pour manger aussi bien. Et ensuite, toujours le même jour, hier, j'ai fini le roman que j'avais commencé depuis le début de mon périple, The Sword of Kaigen de M.L. Wang, je crois. Et j'avoue que parler de ce roman, ça a été l'une des principales motivations pour tourner cette vidéo, alors que j'avais un peu la flemme, parce que je voulais vraiment en parler. On se situe un peu dans un univers qui remixe l'histoire avec le Japon, avec la Chine. Là, on se situe dans un empire qui résonne culturellement, historiquement avec le Japon, avec un territoire illimité, c'est la Chine, avec d'autres contrées aussi, il y a la Corée du Sud, ou la Corée du Nord, je sais pas, la Corée. Il y a des Européens aussi. J'aime beaucoup à chaque fois quand ça remixe un peu les nations et que ça joue avec les différentes dynamiques qu'on connaît pour les réactualiser dans un contexte fictif. Comme c'est un livre qui est sorti en anglais, le résumé est en anglais. Et comme j'avais la flemme de faire un résumé moi-même, et je vais vous lire la traduction que j'ai fait du résumé en anglais. Et voilà, c'est une traduction vraiment bateau, hein, mais déjà c'est un préquel en fait d'une trilogie principale. Mais je crois que vous pouvez les lire indépendamment. Alors, une mère luttant pour réprimer son violent passé. Un fils luttant pour faire face à son violent futur. Un père aveugle face aux dangers qui les menacent tous. Quand les vents de la guerre atteignent leur péninsule, la famille Matsuda aura-t-elle la force de défendre leur empire? Ou vont-ils s'entre-déchirer avant même que les ennemis n'arrivent? Haut dans les montagnes, au bord de l'empire Kaigenese, en anglais c'est Kaigenese, mais je sais pas comment traduire, Kaigenoise, Kaigenese, je sais pas, Kaigen, voilà. Vivent les plus puissants guerriers du monde, des êtres humains surpuissants capables de contrôler l'océan et de manier des sabres de glace. C'est vraiment très classe. Depuis des centaines d'années, les guerriers de cette péninsule ont protégé l'empire de l'invasion de ses ennemis, et pour cela, la péninsule est appelée l'épée de Kaigen. Né dans la famille légendaire des Matsuda, Mamoru, un jeune garçon de 14 ans, n'a jamais perdu son objectif de vue. Maîtriser les techniques de combat de sa famille pour défendre sa patrie. Mais quand un élève étranger vient et remet en question l'ère de paix de l'empire, Mamoru réalise qu'il n'a peut-être pas assez de temps pour devenir le guerrier qu'il cherche à être. Pire, l'empire qu'il défend semble se fonder sur des mensonges. Misaki s'est dit qu'elle a laissé les passions de sa jeunesse derrière elle quand elle s'est mariée à la famille Matsuda. Déterminée à être une bonne mère et épouse, elle dissimule son passé de guerrière dans un pays étranger. Mais avec Mamoru, son fils qui commence à poser des questions sur le monde extérieur, la menace d'une invasion par une contrée qui a un passif très lourd avec leur empire, Misaki réalise que la guerrière en elle est en train de remonter à la surface. Voilà, il y a beaucoup d'ambulances qui passent en ce moment, c'est pour le dommage émotionnel que ce livre m'a causé. Alors je dirais que ce roman est à concentrer de tendresse, d'impitoyabilité, d'amertume, de regret, de désespoir, d'espoir, de réalisme, de mélancolie. C'est rempli de tendresse parce qu'on va suivre principalement une dynamique familiale, et même si c'est une famille avec une grande réputation de guerriers, ça va principalement développer leur dynamique de manière domestique, avec des enfants très jeunes, avec Mamoru qui est l'aîné et qui est un enfant qui est droit, qui est honnête, qui est sincère et qui veut toujours bien faire. Comment il se conduit également en grand frère, comment il se conduit comme fils. Le voir avec par exemple ses petits frères et tout, c'était juste trop choupi, c'est vraiment ma faiblesse quand c'est trop pur comme ça. T'as également des amitiés, notamment amitiés féminines, entre des femmes qui vont s'entraider, qui vont s'aimer, qui vont s'encourager, qui fangirl mutuellement. Genre ça fait tellement du bien, genre par exemple l'héroïne Misaki, du coup c'est une mère de famille qui à un moment donné elle est en dépression et elle arrive à retrouver un peu le goût de vivre grâce au caractère solaire de sa belle-sœur. Et je sais pas, je trouve que c'est rare de voir ce genre d'amitié
qui va tellement loin et qui est surtout entre des femmes et tout. J'avais tellement peur parce que dans ce genre de milieu de système patriarcal, voilà, la femme est plutôt vue comme une figure de maternité pour produire des fils et tout. Genre, j'avais peur qu'il y ait de la compétition, je sais pas, entre des concubines ou entre les différentes femmes, les belles-sœurs, quoi. Mais non, là, y a que de bonnes vibes entre les femmes. Elles sont fortes, elles ont aussi leur part de vulnérabilité. Et du coup, ça les rend nuancées, ça les rend réalistes. Ça en fait pas trop, tu vois, pour délivrer un message féministe. Et surtout, genre, elles s'entraident, elles ont leur propre caractère, leurs propres valeurs, leurs propres qualités. Et elles se complètent mutuellement. Et également, ça va développer en quoi les petits gens peuvent être admirables, leur force d'esprit, comment ils arrivent à se relever après avoir subi voilà, plein de difficultés, plein de tragédies, plein de drames, etc. Voilà, du coup, c'était vraiment un récit rempli de tolérance, d'humanité, mais c'est également un récit impitoyable déjà par le contexte parce qu'on voit comment une guerre éclate dans un pays qui pensait baigner dans une ère de paix parce qu'elle était piégée par tous les mensonges de l'Empire qui diffusait une sorte de propagande omniprésente qui les réprimait de manière passive sans que les gens peuvent en avoir conscience. Et du coup, comment ces moyens de manipulation vont encore plus accentuer l'horreur de la guerre. Et on voit vraiment avant et pendant et après la guerre. Genre avant, on avait déjà un aperçu historique et également plus actuel des tensions qui naissaient, qui se développaient, qui guettaient les personnages, mais de manière encore assez discrète. Du coup, tu ne savais pas trop comment les appréhender. Il y avait un peu ces petits foreshadowing et tout. Pendant, t'as des scènes de combat, mais ça, c'était infernal, pas infernal dans le sens négatif, hein, vraiment, parce que c'était haletant, c'était tendu, et surtout, c'était cruel et impitoyable, comme j'ai dit, parce que t'as des morts de personnages. J'étais dans l'avion quand j'ai lu les scènes de bataille, je pleurais. Voilà, en fait, heureusement qu'il faisait nuit, parce que c'était la nuit où tout le monde dormait, du coup, ils avaient éteint toutes les lumières et tout, mais j'étais en larmes, c'était horrible et j'arrivais pas à m'arrêter. Et c'est pour ça que j'ai pas dormi dans l'avion. Parce que j'étais en deuil. Voilà. Et j'aurais bien voulu réussir à dormir pour oublier tout ça. Mais non. Voilà. Mais il y avait un plot twist. C'est pas possible. Vraiment, j'y croyais pas. Je gardais espoir jusqu'à la fin. Alors que c'est mort. Mais je gardais espoir. Et en même temps, c'est d'une beauté tragique. Ça donne un charme au roman parce que après ce plot twist là, ça développe pas mal de conséquences et tout. Et c'est beau. Mais ça fait mal. Et après la guerre, bah, tu vois les conséquences désastreuses, comment ils essaient de se relever et tout. Et là aussi, c'était super intéressant. Il y avait pas mal de mélancolie, d'amertume, parce qu'il y a des choses que tu aurais voulu que ça se passe autrement. T'es en mode, et si c'était ça, et si, et si, et si. Et du coup, tu transportes plein de regrets, mais il faut avancer. Et du coup, je trouve que ça dote le livre d'une mélancolie qui se rapproche vraiment du réalisme, parce que c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans la vraie vie. Et je trouve qu'on vit la guerre avec eux. En fait, c'était hyper immersif. Et en même temps, il y avait un côté un peu poétique sans que voilà, ça défigure l'horreur de la guerre. Ça le transmet de manière vraiment directe et vraiment sans détour. Mais il y avait cette touche peut-être dans la plume où comment sont développées la psychologie des personnages et tout, les scènes aussi, les scènes épurées, de délicatesse qui sont encore plus précieuses dans un contexte aussi impitoyable. Et du coup, de ça ressortait une certaine poésie. Concernant les personnages, alors Misaki, qui est l'héroïne, qui est la mère de Fanny, je l'ai adorée, c'est une super héroïne à suivre parce que je trouve qu'elle est bien nuancée, qu'elle transporte des réflexions qui sont assez intenses, qui peuvent être assez déroutantes mais très réalistes, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Comment elle va subir le système patriarcal dans lequel elle a intégré en tant qu'épouse, et dans lequel elle doit rester en tant que mère surtout. Comment elle subit également la parentalité, parce que voilà, elle a un rapport qui est assez complexe, c'est très nuancé, ça tranche avec la vision qui peut être idéalisée du fait d'être mère, ou voilà, ton enfant, sa meilleure chose au monde et tout. Là, les Misaki, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est une mère qui est très respectable au niveau de ses sentiments. Voilà, je te dis, est-ce que au final, il y a quand même des choses qui peuvent empêcher une mère de se sentir proche de son enfant? Et c'est horrible, hein, mais c'est des choses que j'ai trouvé très humaines, et c'est développé de manière que j'ai trouvé poignante et très touchante avec Misaki. T'as Mamoru qui est du coup son fils, qui est l'aîné, et lui aussi il est très rafraîchissant, il est très attachant. Il subit également la pression de son clan pour pouvoir prendre la succession de son père, qui est déjà très fort.
Et du coup, tu sens la pression qu'il subit. C'est un peu comme Misaki qui subit elle aussi la pression du clan. Enfin, genre, tu sais, le fait de devoir enfanter, de devoir être une épouse exemplaire. Et la différence entre ces deux personnages, c'est que Misaki, elle arrive à prendre du recul. Elle sait que le système dans lequel elle baigne, l'empire dans lequel elle baigne, que c'est pas tout rose, que c'est pas tout blanc, mais elle n'a pas le pouvoir voilà, de se dresser contre ça. Et Mamoru, lui, au début, il était convaincu d'agir pour une bonne cause, mais petit à petit, il va découvrir la vérité sur son empire, sur voilà, les techniques de manipulation, et il va prendre du recul, il va grandir ainsi. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir comment ces deux-là évoluent par rapport à ça, comment ça développe les questions plus politiques. Il y a également pas mal de gamins. Alors, en vrai, narrativement, ils servent pas vraiment à grand chose parce que voilà, ils sont pas à accomplir des trucs de ouf, même si quand même il y en a un, c'est quand même assez hard. Mais je pense que déjà ils ajoutent une touche de fraîcheur qui est plus que bienvenue dans une intrigue aussi frappante d'amertume, de cruauté, etc. Mais également, ils permettent de montrer, de développer la question de comment tu peux élever, protéger la future génération dans un monde qui est aussi souillé de violence, de sang, de corruption, etc. T'as la figure paternelle, le père qui est très réservé, très froid, mais vraiment il y a des moments où t'as envie de le tarter. Mais en même temps, c'était très intriguant parce que j'étais en mode, j'ai envie de savoir ce qu'il cache en fait. Genre, à chaque fois, il est en mode, je m'en fous de mes enfants. Vraiment, t'as l'impression, ces enfants, c'est une corvée, c'est juste des produits à faire pour maintenir la succession du clan ou quoi, mais c'est pas des humains pour lui, et t'as l'impression que même lui il est pas humain, mais c'est pour ça que je voulais creuser. C'était vraiment le genre de personnage qui peut être cliché en mode waouh, il est froid et tout, mais peut-être qu'il a un cœur tendre. En général, ça c'est un peu cliché et c'est assez prévisible, mais là avec lui, tu guettais vraiment toutes ses réactions qui sont très très minimes, et du coup tu étais vraiment à l'affût de son développement de personnage et tout, et c'était vraiment très 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 intéressant, très fascinant. Mais petit à petit vers la fin, bon, c'est devenu un peu trop niais pour moi, même si ça reste quand même assez nuancé. Et je voulais faire une mention spéciale à la relation entre Misaki et Mamoru, qui est du coup une relation entre une mère et son fils. Ils m'ont détruit. C'était des moments, des scènes, des psychologies, mais tellement impactantes et bouleversante. C'était incroyable parce qu'en fait c'est très nuancé, parce que Misaki, à cause de ses luttes psychologiques, comme je dis, elle se retrouve pas tant que ça en tant que mère. Elle a l'impression qu'être mère, ça fait pas partie de sa conception du bonheur, et du coup elle a pas pu vraiment profiter de Mamoru par exemple pour l'accompagner, etc. Et là petit à petit elle va se rapprocher de Mamoru et le voir vraiment, et ça faisait du bien. Et en même temps leur relation elle est cruelle et je m'en remettrai jamais. Voilà, je m'en remettrai jamais. Au niveau des thèmes, ça a développé des thèmes assez humains concernant la voix du guerrier, parce que voilà, on suit principalement un clan qui a juré de protéger l'empire, voilà, qui sont des guerriers qui sont prêts à se battre, à se sacrifier pour l'empire. Ça va nuancer leur rapport avec ça, ça va les permettre de remettre en question ça en mode on a le devoir de protéger, et ce devoir là c'est un honneur pour nous-mêmes, mais parfois pour certaines personnes ça peut sonner comme une résignation en mode en fait on n'a pas le choix parce qu'on est né pour ça. Et du coup voilà, il y a ce dilemme entre tes aspirations qui sont obstruées par ce devoir, par tes obligations, par tes responsabilités, ou alors quel sens donner à sa mort. Est-ce que par exemple on veut mourir dans la gloire et comme ça nous donnera un sens à notre vie, à notre vécu, ou alors mourir pour une cause altruiste, genre désintéressée, on s'en fout ces gens ont été au courant ou pas, mais seulement pour nos convictions sincères. Et du coup tu as plusieurs personnes qui vont subir ce genre de destin. Ça donne une dimension que j'ai trouvée vraiment très riche et encore une fois assez mélancolique. The Sword of Kaigen, genre le titre, l'épée de Kaigen, c'est un peu une métaphore, genre l'épée c'est l'âme du guerrier, et genre quel sens tu peux donner à cette épée, quel sens tu peux donner au fait que tu vas brandir cette épée, genre pour te battre, pour tuer, pour protéger les gens, pour la gloire. Pourquoi? Et ça va être lié à des questions également de bonheur, d'épanouissement personnel. Est-ce que ton épanouissement personnel peut être concilié avec les responsabilités que tu as, avec voilà, ton devoir, etc. Comment voilà, tu peux accéder à ton propre bonheur, comment éviter de te sacrifier humainement, psychologiquement, dans un empire qui malheureusement te manipule. On n'a pas vraiment grand chose à faire de toi, qui te considère simplement comme une arme à brandir et pas vraiment comme un être humain. Ça reste réaliste en le sens où, contrairement aux dystopies, ils vont pas pouvoir remettre en question l'empire, ils vont pas pouvoir le renverser à leur échelle, mais ils vont devoir vivre avec. Et comment, du coup, au milieu de cet environnement-là, ils peuvent rester fidèles à eux-mêmes, se retrouver eux-mêmes, trouver leur place, trouver leur épanouissement. Et comment les tragédies qu'ils vont subir vont leur permettre de devenir plus forts, de grandir,
de prendre conscience de certaines choses. Et au niveau du scène de magie, alors c'est très classe parce que vraiment genre tu les visualises en train de créer de la glace, ils font des dragons de glace, des épées de glace, ils font des trucs et tout. Et il y a aussi du bloodbending. Le bloodbending, c'est la manipulation du sang. Et c'est une magie qui est très rare et qui est assez controversée parce que voilà, éthiquement parlant, c'est un peu pop-up, ça fait assez flippé. Mais en fait, depuis que j'ai regardé Avatar, le dernier maître de l'air, et que tu as une des protagonistes qui manipule ce bloodbending, c'est glauque. Vraiment, c'est sombre. Mais ça me fascine, c'est un peu mon péché mignon. Je suis en mode, c'est trop classe en vrai, ça fait hyper flipper, mais genre, c'est trop classe. Et du coup, il y avait un peu des scènes comme ça où ça manipulait le sang, et je sais pas, je trouvais ça trop classe. C'est un bon mélange avec de l'action, avec des complots, avec des mystères, avec des scènes plus contemplatives où tu te poses juste pour passer du temps avec cette famille, pour t'attacher à leurs liens et tout. Et vraiment, ça marche parce que bah, comme tu es attaché à eux, quand ils vont subir des tragédies, tu stresses, tu angoisses, t'es en mode ok, non, c'est pas possible, mais en fait, c'est la guerre dans toute son horreur et c'est bien fait, malheureusement. Du coup, je lui mets 5 sur 5. Je pense pas que c'est un coup de cœur, malheureusement. Oui, pourquoi 5 sur 5 et pas un coup de cœur? Le seul l'avenir nous le dira. Ça ne m'a pas bouleversé autant que par exemple le château solitaire dans le miroir, mais vraiment au niveau des thématiques, de la psychologie des personnages, de la tendresse qu'on y retrouve qui touche principalement les relations familiales, amicales. Il n'y avait pas vraiment de romance, c'était trop cool, c'était trop cool. Vraiment les relations familiales, l'amour de Misaki pour ses enfants, mais Queen, je l'adore. Son amour aussi pour sa belle-sœur, c'était trop mignon. J'ai adoré, vraiment. Et il y a des moments, il y a des personnages qui vont me hanter parce que ils ont un développement, une évolution, mais tellement riche. Il y a un personnage qui meurt et sa mort, elle est dévastatrice. La mise en scène, elle est incroyable. Ce qu'il pense à la fin, enfin bref, voilà. C'était génial, vraiment, j'ai adoré et j'ai trop hâte de lire la suite. Je crois dans la trilogie, enfin en tout cas dans le premier tome de la trilogie, tu retrouves des enfants, mais 13 ans plus tard, des enfants que tu as rencontrés, notamment à la fin de ce livre-là, de Sword of Kagan. Du coup, voilà, j'ai très hâte parce que je les adore déjà en tant qu'enfant, alors j'ai trop hâte de voir adulte. Ouais, j'ai trop hâte. Désolée si ce vlog a été interminable. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mon blabla sur Taïwan, sur mes lectures, dans ce cadre qui est pas très convivial, bah, j'espère que ça vous intéressera quand même. Ou alors, bah, si ça vous plaît pas, dans 3 mois. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!